Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des perturbateurs endocriniens. Pour moi c'est une vidéo qui est méga importante. J'espère te retransmettre, on va dire correctement tout le message que je veux te faire passer autour des perturbateurs endocriniens. J'espère réussir à, on va dire, dynamiser au maximum cette vidéo pour pas que tu t'ennuies et j'espère également pas trop te perdre. On y va? C'est parti. Dans un premier temps, pour, on va dire, partir sur de bonnes bases, je vais te donner la définition des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien désigne une substance ou un mélange qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Voilà un petit peu pour la définition et avant de passer au prochain point, j'ai oublié de le préciser en début donc je vais le faire maintenant. Je me suis basée sur une émission du Journal de la Santé sur France 5 du coup. Au moment où cette vidéo sortira, je pense très honnêtement que le replay ne sera plus disponible. Si jamais, je te mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos, mais je pense très clairement qu'il ne sera plus disponible. Et j'ai fait également quelques compléments, on va dire, de recherche pour cette vidéo aussi, mais je me suis énormément basée sur le Journal de la Santé parce que vraiment le numéro qu'ils ont fait sur les perturbateurs endocriniens était très intéressant et très complet, mais j'ai quand même voulu un petit peu rajouter certaines choses. Bref, voilà, maintenant on va passer au deuxième point, à savoir où sont présents les perturbateurs endocriniens. Donc très souvent quand on parle de perturbateurs endocriniens, on entend surtout le mot plastique, mais il n'y a pas que le plastique. Il y a aussi l'aluminium aussi qui est perturbateur endocrinien. Donc qu'est-ce qu'il faudrait éviter au maximum? Eh bien déjà les aliments qui sont sous emballage plastique, les aliments qui sont ultra transformés, donc ça va du plat cuisiné que tu achètes dans ta grande surface, mais c'est également tous les aliments qui sont vendus comme par exemple Burger King, McDo, même si on essaye au fur et à mesure des années de nous faire croire que les fast-food ne sont plus ce qu'ils étaient avant, c'est pas vrai, attention, ils ont beau repeindre leurs murs en verre et mettre leurs aliments dans des boîtes cartonnées, attention, les aliments sont quand même ultra transformés dans ce genre d'endroit, donc il faut vraiment pas se faire avoir. Je sais c'est très compliqué parce que les industriels sont très forts et ils se servent beaucoup du greenwashing en fait pour endormir les gens carrément, mais tout ça c'est rempli de perturbateurs endocriniens. Également les poissons gras et autres viandes qui sont, on va dire, grasses et qui sont bourrées de gras pour essayer d'enlever, on va dire, le maximum de perturbateurs endocriniens dans ce genre, on va dire, de produits, comme par exemple la viande. Très souvent sur la viande, tu vois d'ailleurs des fois qu'il y a un côté quand même qui est bien gras pour enlever, on va dire, les perturbateurs endocriniens qui sont surtout présents sur le gras parce qu'en fait le gras absorbe énormément, surtout si la viande par exemple a été dans un emballage plastique. Il faut tout simplement découper le gras du coup avant cuisson, histoire de, au minimum, on va dire, contaminer la viande. Et pour les poissons, c'est un petit peu la même chose. Comme je te le disais, du coup, au plus longtemps l'aliment ou le produit est dans son emballage, au plus longtemps, il va absorber, du coup, les phtalates ou les plastiques. Parce que le mot plastique est très peu utilisé, évidemment, dans tout ce qui est ingrédients, etc. Dans les listes, on va dire, d'ingrédients que tu peux voir au dos, on utilise surtout le mot phthalate. Également, il faut savoir que tout ça, c'est aussi présent, les phtalates, les silicones, etc. Tout ça, c'est présent également dans les produits d'hygiène, donc tout ce qui est crème de jour, gel douche, shampoing. On peut se dire, oui, mais bon, il y en a une toute petite quantité et, entre guillemets, c'est légal, il n'y a pas de problème et tout. Mais il faut savoir que le problème, c'est qu'il y en a de partout. C'est-à-dire qu'il y a des toutes petites doses de plastique, d'aluminium, bref, un peu de tout, dans tous les produits qu'on utilise au quotidien. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'en fait notre corps est en fait bombardé de tous ces produits en fait toute la journée à petite dose, mais du coup petite dose plus petite dose plus petite dose, et bien à la fin ça donne grosse dose. Et évidemment c'est mauvais. Encore une fois là je t'ai pris l'exemple on va dire juste avant de la viande et du poisson, mais c'est quand même important de souligner qu'il faut en consommer, c'est bon pour la santé, mais il faut quand même essayer de prendre on va dire des aliments de meilleure qualité au maximum. Encore une fois, ça dépend de l'argent qu'on a, ça dépend de son revenu, ça dépend du temps qu'on a aussi, parce qu'on vit dans une société quand même où on est pressé en permanence, donc on cherche la rapidité. Et la rapidité finalement, elle est quand même un petit peu dangereuse entre guillemets pour notre corps, parce que on mange des produits préparés parce qu'on n'a pas le temps de faire à manger, donc on est exposé encore plus aux perturbateurs endocriniens à cause de ça. Comme on n'a pas beaucoup d'argent, on va à notre grande surface du coin pour acheter son shampoing.
qui va nous coûter 2-3 euros, comparé à un shampoing que tu vas acheter par exemple dans un magasin bio qui va te coûter 2 à 3 fois plus cher, la compo sera plus clean, mais on n'a peut-être pas tous aussi le budget pour ça. Donc voilà en ce qui concerne les produits, on va dire, d'hygiène et les produits alimentaires, mais il faut savoir aussi qu'on trouve les perturbateurs endocriniens de partout, comme je disais, et on les trouve également dans les sols en PVC, on les trouve dans les parfums également, on les trouve également dans les médicaments, dans les peintures aussi également. Alors les sols en PVC, je vais revenir très rapidement dessus. Les sols en PVC, qu'est-ce que c'est? Les sols en PVC, en fait, c'est ce qu'on te vend un petit peu partout maintenant. C'est des sols, en fait, qui sont imitation un peu parquet, voilà. Moi, je sais que là où j'habitais avant, on avait refait le sol, en fait, et justement, on avait acheté du PVC. Et j'étais absolument pas au courant, parce que c'est vrai que pour moi, le PVC, quand j'entends ça, pour moi, c'est du plastique, en fait, c'est une bâche en plastique. Et en fait, j'ai découvert ça, littéralement. Et il y a une étude d'ailleurs qui est sortie par rapport au PVC, qui est quand même très très intéressante. Ils en ont parlé au journal de la santé, en disant que si dans la chambre des parents, il y avait un sol en PVC, l'enfant, en bas âge, était susceptible de développer 2 fois plus que d'autres enfants de l'asthme, parce que l'enfant est en permanence en contact avec le sol, surtout au départ quand il est au sol, quand il fait du 4 pattes, et il met littéralement tout à la bouche. Donc toutes les molécules qui sont présentes sur le PVC, il est directement en contact avec, surtout que voilà, la surface de PVC rejette forcément aussi des petites molécules. Donc l'enfant est surexposé en fait à ce sol-là, et du coup, ça crée une augmentation x2, voilà, de possibilité d'avoir de l'asthme pour les enfants. Et là, attention, on parlait uniquement du PVC présent dans la chambre des parents. J'ose même pas imaginer, surtout que maintenant le PVC c'est quand même une surface qui est relativement répandue. J'ose même pas imaginer si le PVC est dans la chambre de l'enfant, ce que ça peut faire. Comment faire du coup pour éviter d'être surexposé aux perturbateurs endocriniens? C'est une question quand même assez, je trouve, difficile et compliquée de répondre. Mais bon, je pense que tu l'auras bien compris. Il faut essayer au maximum de consommer des fruits et légumes de saison, bio, et surtout de prendre au maximum notre nourriture en vrac pour éviter justement le surplus d'emballage en plastique. Je suis peut-être brune d'apparence, mais apparemment je dois être sacrément blonde à l'intérieur, puisqu'en fait j'ai complètement oublié de te parler quand même du soja. Alors là, franchement, c'est quand même sacrément balèze, parce que j'ai quand même un petit chapitre sur le soja, et je trouve que c'est quand même relativement important d'en parler, surtout si tu es comme moi végétarien ou végétarienne. Tu dois peut-être consommer du soja, ou peut-être juste parce que tu aimes le soja, parce que le soja quand même c'est une petite graine, on va dire, qui est quand même assez sucrée, donc c'est assez agréable. Alors, pourquoi est-ce que je voulais te parler du soja? C'est parce que le soja est quand même assez controversé. Pour certains scientifiques, c'est un perturbateur endocrinien, pour d'autres pas. Donc bon, je voulais quand même le rajouter parce que c'est quand même assez intéressant. Donc il faut savoir que dans un premier temps, le soja, c'est riche en protéines, mais il faut savoir que du coup le soja est une molécule qui est du coup végétale, comme tu l'auras compris, mais elle agit également comme une hormone féminine, puisque elle a des propriétés oestrogéniques ou oestrogènes, bon bref, je sais pas trop comment on dit ça, mais tu auras compris. Et cette fameuse molécule s'appelle l'isoflavone. Voilà, et c'est cette molécule qui peut créer certains soucis et qui est entre autres reconnue on va dire plus ou moins par certains scientifiques pour être un perturbateur endocrinien. Et du coup, le soja est déconseillé surtout aux femmes enceintes. Alors comme moi, si tu en as beaucoup consommé pendant ta grossesse, moi personnellement, c'était une de mes envies d'avoir de la crème de soja de partout pour mon fils. Donc voilà. C'est une molécule également, c'est un ingrédient, peu importe, qui est déconseillé aussi pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. C'était également déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans. Voilà, la blonde retourne à son montage. Bisous. Maintenant, on va rentrer, je pense, à la plus grosse partie de cette vidéo, parce qu'on va parler du système endocrinien. Pourquoi est-ce que j'ai rajouté, on va dire, cette partie-ci? C'est parce que pour moi, elle est très importante pour comprendre le reste par rapport aux perturbateurs endocriniens et comment finalement les perturbateurs endocriniens arrivent en fait à perturber nos hormones, parce que c'est vraiment ça. Donc du coup, pour t'expliquer un petit peu la suite, j'avais très très envie de te faire cette partie-ci, donc on y va. Je vais t'afficher du coup à l'écran un premier, on va dire, dessin, un premier schéma, où là très clairement on peut voir que les perturbateurs endocriniens, ils impactent surtout ces hormones-là, donc du coup ils impactent le système endocrinien. Donc entre autres, dans ce système endocrinien, il y a notre meilleur poteau, le cerveau,
il y a la thyroïde. Je pense qu'on connaît au moins une personne dans notre entourage qui a eu des problèmes de thyroïde pour X ou Y raison. Et clairement, les perturbateurs endocriniens, eh bien, sont, on va dire, là pour quelque chose, en général, même si, bon, on n'en parle pas trop, mais tu verras pourquoi juste après. Mais c'est important, vraiment, cette partie-ci est vraiment importante pour comprendre bien la suite. Donc, ça touche aussi les organes reproducteurs, dans tout ce qui est, ovaires et testicules, et le pancréas. Je vais t'afficher un deuxième schéma à l'image pour que tu comprennes bien, on va dire, tout le sens de tout ça. Donc il faut savoir que le cerveau, il sécrète une hormone, enfin plusieurs hormones évidemment, mais parmi ces hormones-là, il y a la fameuse hormone de croissance. Pareil, je pense qu'on connaît au moins un enfant dans notre entourage qui a eu des problèmes, on va dire, de croissance. Donc la fameuse hormone de croissance, il y a eu également la prolactine. La prolactine, si tu as allaité ou si tu veux allaiter, c'est normalement une hormone, tu en as déjà entendu parler parce que c'est une hormone qui est très importante pour l'allaitement, mais pas que, parce qu'elle est aussi très importante pour les organes reproducteurs, pour la croissance, l'immunité et le comportement. Il faut savoir également du coup que la prolactine et la thyroïde du coup sont liées. S'il y a des perturbations du fonctionnement de la thyroïde, cela entraîne des modifications sur la prolactine. La prolactine du coup qui est importante pour la croissance, l'immunité, les organes reproducteurs et le comportement général, on va dire, d'un individu. Maintenant on va passer, on va dire, à une autre hormone qui est l'adrénaline. Donc l'adrénaline, elle joue un rôle d'hormone et de neurotransmetteur dans le système nerveux central en permettant le passage des informations d'une cellule nerveuse à une autre de manière aussi rapide que brève. Là, je te donne vraiment la définition, on va dire, pour que tu situes un petit peu quelle est l'importance de l'adrénaline dans notre système, on va dire, endocrinien. L'adrénaline, du coup, elle sert à accélérer le rythme cardiaque, elle augmente la pression artérielle, elle élève la glycémie. C'est également l'hormone qu'on appelle hormone de la peur ou du stress. Et d'ailleurs, il y a aussi également le cortisone, qui est également l'hormone du stress. Je pense également que si tu as des enfants, tu as dû entendre parler du cortisol parce qu'en général, c'est une hormone dont on entend parler, entre autres pour éviter de laisser un enfant pleurer, parce que si on le laisse pleurer trop longtemps, eh bien, l'enfant sécrète du cortisone, c'est pas bon pour ses neurones, voilà, etc. Et maintenant, on va parler d'une autre hormone, donc qui est l'hormone qui est sécrétée par le pancréas, à savoir l'insuline. Donc l'insuline, elle maintient du coup la glycémie à des valeurs normales. Elle transporte le sucre dans le sang vers les cellules du corps. Et du coup, ce sucre après sert de carburant pour notre corps. Parce qu'évidemment, on a besoin de ce carburant-là pour faire fonctionner la machine, tout simplement. Donc du coup, maintenant, je vais un peu plus te parler, on va dire, du fonctionnement des perturbateurs endocrinien, comment ça marche, comment est-ce que un perturbateur endocrinien arrive finalement un petit peu à foutre la pagaille dans notre système. Donc on va prendre l'exemple d'une hormone A, on va dire d'une hormone, on va dire que je vais appeler saine entre guillemets, que notre corps a sécrété. Et admettons, tu décides de manger McDo, on va dire, tu as un surdosage de plastique, donc perturbateur endocrinien, tac, le perturbateur endocrinien arrive, on va dire le phtalate, donc le plastique, arrive, et ce petit phtalate là va en fait simuler l'hormone A, du coup, qui vient d'être créée par notre organisme. Et ce petit perturbateur endocrinien, ce petit phtalate, va se mettre en fait sur la même fréquence que l'hormone A juste avant. Et c'est comme ça que le perturbateur endocrinien va littéralement en fait faire mumuse, voilà, avec notre corps, et ça va foutre un peu le bordel. Encore une fois, faut pas psychoter vraiment. C'est pas parce que on est, on va dire, surexposé à perturbateurs endocriniens qu'on va avoir des problèmes, c'est pas ça. Mais c'est important d'être informé et de se rendre compte un peu plus, on va dire, des dégâts que les perturbateurs endocriniens peuvent causer, pour être informé et pour un peu mieux comprendre pourquoi est-ce que voilà, on peut développer certaines choses. Donc maintenant, on va voir ensemble les conséquences. Qu'est-ce que tout cela entraîne finalement? Quelle, on va dire, maladie, ils ont employé le terme maladie chronique, voilà, dans le journal de la santé. Quelle maladie chronique va se développer à cause des perturbateurs endocriniens? Et bien d'abord, il y a le diabète. Donc voilà, ça a fait un lien, on va dire, avec la partie juste avant, ce que j'étais en train de te dire, en fait, par rapport à l'insuline, etc. Donc diabète, troubles du langage, TDAH, donc tous les enfants en ce moment qui sont TDAH, il y en a de plus en plus. Et bien, les perturbateurs endocriniens, voilà. Et également une augmentation de l'obésité. Ça également, ces dernières années, on a vu une augmentation, voilà, chez les jeunes surtout, voilà, de l'obésité. Et ils ont pris un exemple très très intéressant que j'avais du coup envie de te retransmettre. Ils ont parlé en fait,
voilà, d'une femme enceinte qui par exemple utilise un shampoing avec des plastiques à l'intérieur, eh bien il faut savoir qu'en fait, juste ce geste-là en fait va impacter le système reproducteur de son mari et ça va impacter les 3 prochaines générations juste après elle. Maintenant, on va parler un petit peu des personnes, on va dire, les plus à risque, les personnes voilà, qu'il faut au maximum protéger. Eh bien, il y a toutes les personnes qui sont en préconception, donc les personnes qui veulent avoir un enfant, voilà, qui sont juste là-dedans, en disant on veut un enfant. Il faut essayer de diminuer au maximum notre exposition aux perturbateurs endocriniens, les femmes enceintes et aussi également les jeunes enfants, les enfants en bas âge. La femme enceinte qui est exposée aux perturbateurs endocriniens peut en fait faire activer sur les prochaines générations des maladies. Voilà, c'est ce qu'on appelle, on va dire, les facteurs transgénérationnels. Peut-être que tu en as entendu parler déjà. C'est assez dingue quand on y pense. C'est vrai que pour moi, ce que je trouve très compliqué par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont des choses qu'on ne peut pas tellement palper. On peut les voir, en fait, d'un côté, quand on voit un emballage plastique, etc. Mais en fait, on ne peut pas tellement s'en rendre compte. C'est en fait invisible. C'est invisible. Et c'est vrai que quand c'est pas palpable et quand c'est invisible, on se dit tranquille. Non, pas tranquille. Et enfin, dans cette dernière partie, on va parler des applications parce que voilà, encore une fois, dans le journal de la santé, ils en ont parlé. Ils ont parlé de Yuka, ils ont parlé de NC Beauty également. Moi, personnellement, je déconseille ces applications, peu importe les applications. Pourquoi est-ce que je déconseille? C'est parce qu'il y a certains, on va dire, lobbies, etc., qui payent les applications pour qu'elles mettent des bonnes notes. Et également, ce qui, moi, personnellement, me pose problème, ok, c'est cool d'avoir, on va dire, accès très facilement à ce genre d'application d'un côté parce que voilà, on scanne, c'est rigolo, voilà, on fait comme la caissière, on scanne et on peut voir si le produit est vert, orange, rouge, bref. Mais moi en fait ce qui me dérange c'est qu'en fait on devient passif dans le sens en fait où on fait confiance à l'application, on se pose pas plus de questions que ça et on se dit ok ben si le produit est vert c'est que c'est bon. C'est un peu comme les codes couleurs qu'ils ont mis voilà, sur tous les produits, voilà, vert, orange, rouge avec des lettres A, B, C, D, E je crois. Voilà, pour dire en gros si l'aliment est bien ou pas. Pareil, c'est une chose qui me dérange. Parce qu'encore une fois, tout ça, c'est biaisé. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je ne conseille pas d'avoir une application voilà, sur son téléphone pour nous aider à choisir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il faut être renseigné, voilà, en se disant qu'à partir du moment où c'est sous emballage plastique, c'est pas bon. Si c'est une conserve, c'est pareil, c'est pas bon parce qu'il y a de l'aluminium. Donc voilà, pourquoi est-ce que je déconseille les applications. J'avais quand même envie de te faire une petite conclusion avant de terminer cette vidéo. Encore une fois, je sais c'est des vidéos qui peuvent faire peur parce que moi personnellement ça m'a fait un peu flipper, mais c'est des vidéos qui sont d'utilité publique je trouve. C'est important d'être renseigné sur le sujet, c'est important de se rendre compte que tout ce que l'on met sur notre peau et tout ce à quoi nous sommes exposés, eh bien ça peut être quand même dangereux pour notre santé même si on ne le voit pas forcément. Encore une fois, il faut essayer de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et encore une fois, il faut le faire parce qu'on en a envie. Si franchement on se dit flemme, c'est bon, voilà, next, j'ai envie de dire. L'essentiel, c'est d'être ok avec sa consommation, peu importe ce qu'on consomme, peu importe, on va dire, ce qu'on veut ou pas. L'essentiel, c'est de faire en fait en notre âme et conscience et avec les moyens que l'on a. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé vraiment. N'hésite pas à me dire ton avis sur cette vidéo en commentaire. Et jusqu'à peut-être mardi 18h pour une nouvelle vidéo tranche de vie, peut-être. Mais ça c'est sûr, on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo comme tous les jeudis. Je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.